bienvenue au nom de la locale Écolo Ytre pour cette soirée qui sera sûrement intéressante parce que nous avons un invité d'expérience et de passion, je dirais, pour une cause qui nous est commune, je pense. Alors, pourquoi ce soir cette rencontre? C'est parce que naturellement, vous savez que nous sommes dans des perspectives des élections communales le 14 octobre et que des élections, c'est un moment de bilan, d'évaluation, de débat et de perspective. Et ce soir, je pense qu'on se trouve un peu avec ces trois sujets-là sur la table. Et en tout cas, nous, au niveau d'Écolo Ytre, on voulait vous inviter pour partager une expérience d'un petit village dans le Luxembourg, dont Camille Girard est le bourgmestre depuis pas mal d'années. Et donc, c'est ce travail, cette durée, et ces réussites et cette pratique, et cette vision aussi, qu'on avait envie de vous faire partager. Alors, il est vrai que dans notre commune, à Ytre, il y a déjà toute une série de choses qui se passent. Et effectivement, notre majorité actuelle a pu y contribuer à travers une série d'investissements et de décisions, que ce soit des cadres qui ont été placés au niveau du plan de structure, au niveau du plan de mobilité, des investissements ou des études qui ont été faites au niveau énergétique. Donc il y a toute une série de choses, la participation citoyenne, il y a des choses qui sont en route et en cours. Et en tout cas, nous, on est là pour continuer ce travail, pour l'intensifier, pour amener une vision écologique plus importante, plus grande dans notre communauté et au-delà. Et donc ce soir, c'est dans ce contexte-là qu'on s'inscrit. Et Camille va en tout cas, dans un premier temps, nous entretenir et nous parler un peu de son expérience pendant 45 minutes. Après quoi, nous aurons l'occasion d'échanger. Et vos questions, vos réflexions, on va les prendre et puis on réagira, Camille, moi, Marc, d'autres de la locale qui pourront vous apporter aussi des réponses sur des questions peut-être plus locales à ce niveau-là. Voilà. Camille Girard, à vous. Alors bonsoir tout le monde. Merci à la section écolo d'Ytre de m'avoir invité, de pouvoir témoigner de l'expérience qu'on vit à Beckrich depuis 30 ans. Oui, depuis 30 ans, je suis à la tête de cette commune, pendant 9 ans en premier échevin, pendant 22 ans en tant que bourgmestre. Voilà, pour vous dire tout de suite que changer de paradigme, mettre en place un développement durable par rapport à un développement productiviste comme on l'a vu il y a 150 ans, ça, c'est pas une affaire de 2-3 ans, c'est pas une affaire d'une législature ou deux, c'est vraiment toute une génération qui doit s'y mettre, mais je pense qu'il est plus que nécessaire de s'y mettre d'aujourd'hui. Je voudrais bien témoigner de ce qu'on a fait chez nous, pour en tirer quelques conclusions à la fin, surtout une démarche que je pense, malgré une situation économique, démographique, sociale différente à Ytre qu'à Beckrich, différente au Luxembourg qu'en Belgique, mais je pense qu'il y a des démarches, il y a des choses qu'on peut appliquer un peu partout lorsqu'on veut mettre en place un développement durable. Je pense que vous partagez avec moi l'impression qu'on est à la fin d'une période. Ce qu'on vit, les crises qu'on vit, elles ne se terminent pas. C'est pas pour rien qu'elles ne se terminent pas, parce que ce n'est pas une crise conjoncturelle qu'on vit, mais c'est une crise structurelle. Je pense que c'est la fin d'un monde, c'est la fin de 150 ans de productivisme, où la seule devise était toujours plus loin, toujours plus vite. C'est la fin de l'énergie bon marché. On voit que malgré la plus grande crise économique depuis 100 ans, le pétrole est en train d'augmenter tous les jours. C'est parce qu'il n'y en a plus assez, et que ce n'est plus l'Europe et l'Amérique qui tirent la demande du pétrole, mais que c'est la Chine et l'Inde. À mon avis, c'est terminé le court terme. On a vu où on en arrive. Les banquiers l'ont montré, les chefs d'entreprise l'ont montré. Malheureusement, la classe politique a trop suivi ce sentier. Quand je vois que le nouveau président
de France après 100 ans, et le premier 100 jours, pardon, et le premier mauvais sondage est en train de jeter à bord, en dehors de bord, tout ce qu'il avait promis, c'est quand même étonnant. Moi, j'avais lu quelque part gouverner, c'est prévoir, voir un peu ce qui se passe tout le monde, et là, on a des responsabilités, faire en sorte que l'intérêt public soit appliqué pour que la génération présente, bien sûr, mais surtout les générations qui vont nous suivre puissent en profiter. Alors, je pense qu'il est vraiment grand temps, qu'il est urgent que tout le monde se mobilise. C'est bien sûr le cas lorsqu'il y a des élections, mais ce n'est pas seulement le cas pour les élections. Je pense qu'on est à un point où l'humanité est vraiment en grand danger, mais d'un autre côté, je pense qu'une crise est toujours une chance. Avec Rich, et ça je vais montrer justement le déclic de tout ce processus qu'on a vécu. Ce n'était pas un plan. Il n'y avait pas quelques hommes et quelques femmes qui avaient un plan pour développer avec Rich, mais on était en crise profonde. Je vais revenir là-dessus. Et moi, j'ai un peu mal au cœur que cette crise qu'on vit depuis 4 ans, il n'y a pas encore assez de gens qui ont compris que cette crise pourrait justement être une chance de changer de système, de changer de paradigme, et de s'y mettre et de se tirer à ses propres cheveux. La question qui est là, et moi j'ai bien aimé, il y avait la commune d'Oufalise qui m'avait invité à faire un peu un exposé pareil. Ils avaient mis la soirée sous le thème « Subir ou agir ». Et je pense que c'est ça. Nous tous, vous et moi, on est au point où on doit décider si on veut subir ce que certains veulent nous imposer, ou si on pense qu'il est temps d'agir, de prendre notre destin en main, de faire en sorte qu'on redevienne nous-mêmes maîtres de notre vie, maîtres de notre communauté et maîtres de notre futur. En tout cas, je ne sais pas quelle impression vous avez, tout ce qui sort des communiqués de presse, des G20, des sommets interminables de l'Union européenne, mais ce que moi j'en apprends, c'est rien du tout. On nous propose deux choses, d'un côté la rigueur, d'un autre côté la croissance. D'abord, je pense qu'il ne faut pas être économiste pour comprendre que les deux choses ne vont pas marcher ensemble. On ne peut pas demander en grec ce qu'on leur demande et espérer que le pays va sortir de cette situation. Et d'un autre côté, je pense que la croissance, en tout cas, comme ceux qui la prônent, la voient toujours, ce n'est pas la solution, mais c'est le problème. Si on en est arrivé là, je pense qu'on est arrivé justement à ce cycle de 150 ans où la croissance exponentielle, on tourne à ses limites. On n'a pas réussi à faire plus de justice dans le monde, on n'a pas réussi à avoir plus de justice dans nos propres sociétés. Les pays pauvres deviennent toujours plus pauvres, alors que les pays plus riches deviennent toujours plus riches. Et même au riche Luxembourg, les différences entre les 10% les plus pauvres et avec les 10% les plus riches deviennent de plus en plus grands. Alors ce système de croissance exponentielle n'a apporté aucune solution à aucun des problèmes qu'on avait devant nous. Et voilà qu'il faut sortir de ce système. Alors lorsqu'on n'entend plus rien des sommets mondiaux ou européens, qu'est-ce qui nous reste? Alors moi j'ai eu la chance, une malchance, je suis en même temps parlementaire luxembourgeois, j'ai eu la chance, ou plutôt la malchance de pouvoir participer au grand sommet du climat à Copenhague en tant que délégué officiel de la délégation parlementaire luxembourgeoise, et j'en suis reparti au Luxembourg, j'en suis reparti avec Rich, plus que jamais convaincu que le changement va venir d'en bas. Je pense que ces élections communales sont très très importantes. Je suis de plus en plus convaincu que ce seront les communes, que ce seront les communautés de communes, que ce seront les régions qui pourront apporter ce changement plus que nécessaire. Et pensez-y un peu. Moi, je prends, dans les moments de désespoir qu'on vit, avec Rich aussi, moi je prends toujours l'espoir de la manière dont s'est écroulé le mur de Berlin. Imaginez qu'on aurait fait un micro-trottoir en mars 89 et on nous aurait demandé combien de temps pensez-vous que le mur de Berlin sera encore là? Les plus optimistes auraient dit 15 ans, 20 ans. Alors que les plus pessimistes auraient dit ça va disparaître jamais. Regardez un peu les révolutions
au Maghreb. Qui aurait cru que les jeunes arabes chasseraient Kadhafi, Moubarak et autres dictateurs auxquels on offrait la cour de l'Élysée pour mettre leur temps. Alors je pense que pour nous, je suis convaincu que le système est à bout, et chez nous aussi, je pense qu'on s'y met tout le monde, et que le changement ne peut venir que d'en bas. Alors il est temps de se mettre en réseau, c'est ce qu'on est en train de faire, et voilà que je suis là, j'espère que je pourrai vous donner quelques idées peut-être qui pourraient être appliquées quelque part. Je ne suis pas là en tant que donneur de leçons, croyez-moi, nous on a beaucoup voyagé avec Rich, on n'a rien inventé, on n'a pas inventé la roue. On est allé voir au Danemark les biogaz et le temps qu'il n'y en avait pas au Luxembourg. On est allé voir la filière bois en Autriche lorsqu'il n'y en avait pas. Je pense que c'est cet échange entre petites communautés qui fait encore basculer les choses. Alors je vous ai dit qu'avec Rich, on s'en tient la définition chinoise du mot crise, parce qu'en chinois, le mot crise veut dire deux choses. D'un côté danger, et d'un autre côté chance. Et avec Rich, on a vécu une crise profonde dans les années 60, 70, par des phénomènes usuels, l'exode rural, bien sûr. Après la Deuxième Guerre mondiale, la restructuration de l'agriculture, de plus en plus d'agriculteurs arrêtaient avec leurs fermes. On n'avait pas d'emploi dans la région. Et voilà que je peux vous montrer que, si ça marche, vous voyez que la population de la commune avait un maximum de 2400 à la fin du 19e siècle, parce qu'on nous avait construit une ligne de chemin de fer qui nous relayait à la capitale et au sud du Luxembourg, il y a la sidérurgie. Mais à la fin des années 70, on avait perdu un tiers de la population. Les jeunes gens partaient. Moi, je suis né dans cette commune, j'ai passé mon enfance, ma jeunesse là-dedans. Il y avait quelques jeunes qui disaient, mais qu'est-ce qui va se passer? On ne veut pas laisser mourir notre village. Et voilà que, un peu les images que moi j'ai dans la tête. Il y a beaucoup de groupes qui visitent entre-temps nos beaux villages rénovés. J'ai parfois des problèmes à faire comprendre à ces gens quel air avait Beckrich il y a 30 ans. Mais ça, c'est les images que j'ai dans la tête, des maisons délabrées. La couleur dominante que j'ai dans ma tête pour les années 60-70, c'était gris. Les façades étaient grises, les rues étaient grises, il n'y avait plus d'arbres, il n'y a plus de verdure. Ça, c'est un peu les images que j'avais. Alors, au début, on a milité dans une ONG, on a créé une association qui s'est appelée les Amis d'Histoire de Beckrich. On voulait faire réfléchir les gens de notre village. Est-ce que vous êtes conscients de ce qui se passe? Et on leur a dit, mais écoutez, on n'a pas de château comme vous, ni de cathédrale, mais on a quand même une certaine richesse. On voulait ouvrir les yeux aux gens en disant, mais vous partez en vacances, vous connaissez les Champs-Élysées, vous connaissez la place Saint-Pierre à Rome, mais est-ce que vous savez qu'à 100 mètres de votre maison, il y a une belle croix de chemin? Et si vous savez si elle est là, est-ce que vous connaissez son histoire? Et on a essayé de découvrir des potentialités qu'on pourrait utiliser pour redonner vie à ce village en déclin. Alors à un certain moment, on a découvert qu'on a eu la chance qu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire de l'offensive des Ardennes, les soldats américains ont arrêté les soldats allemands à 10 km de Beckrich, c'est-à-dire on a eu la chance de pouvoir conserver le beau patrimoine rural architectural des siècles 18e et 19e, mais intégré, comme vous voyez. Et la première chose qu'on a fait, c'est mobiliser les habitants pour faire de la rénovation rurale classique. Ça, c'est un peu la première phase, les années 80. Et je pense que vous êtes bien d'accord avec moi. Chacun de nous préférait habiter dans cette maison-là plutôt que dans celle-là, alors que c'est la même. Ça, c'est avant rénovation. Ça, c'est après rénovation. Alors ça, c'est les années 80. Donner aux gens, redonner aux villageois un peu de fierté en disant, mais découvrez le patrimoine dans lequel vous habitez. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux habiter une belle ferme rénovée qu'habiter un bungalow anonyme autour de Luxembourgville? Ça, c'était le but de... Malheureusement, ces idées n'avaient pas encore trouvé leur chemin dans le conseil communal. Mais en 82, il y a eu des élections et tout un changement, toute une nouvelle équipe qui s'y est retrouvée. Un bourgmestre de 45 ans, moi-même, premier échevin, 23 ans, deuxième échevin, 23 ans. Voilà les gens qui disent, voilà
le préscolaire qui a pris le pouvoir à la mairie. Qu'est-ce que ça va donner? Parce qu'avant, il y avait, moyenne d'âge 65 ans, parmi les 9 conseillers, 7 agriculteurs. J'ai rien contre les agriculteurs, ni contre les personnes âgées, mais ce n'est pas un bon mix de pouvoir au conseil communal. Alors, changement d'équipe, changement d'optique. Je le dis, mais si déjà les privés sont en train de rénover leur patrimoine privé, il faut faire la même chose au niveau de la commune. Les années 80, les débuts, c'était la rénovation rurale, réaction à la crise, essayer de donner un peu de fierté aux villageois pour que les jeunes puissent rester. Grand programme de rénovation, les bâtiments publics, mais dès le début, vous le voyez ici, un petit exemple, on a essayé de dire qu'on veut quand même montrer qu'on est arrivé au XXe siècle. Je pense qu'un bon moyen de le faire, c'est l'architecture. Vous voyez ici un arrêt de bus qui a créé beaucoup de remous et beaucoup de discussions. Certains pensaient que c'était plutôt l'aire de toilette que d'un arrêt de bus, à 100 mètres de la belle église du XVIIIe siècle. Mais je pense que c'est un bon moyen de montrer que d'un côté, on respecte ce que nos grands-pères et nos grands-mères nous ont laissé, mais d'un autre côté, on veut montrer qu'on est arrivé dans le présent. Et je pense que le langage architectural peut très bien montrer ça. Alors, nouveau changement, l'année 90, c'est là que, encore une fois, il y a eu des élections anticipées, nouvelle équipe. C'est là que je suis devenu bourgmestre. Et je pense que c'est là, quand j'analyse un peu le processus qui s'est fait chez nous, c'est là que, de la réaction à la crise, on est passé au développement de vision pour l'avenir. On avait passé presque une décennie à gérer la crise, à réagir, et là on a décidé, mais il est temps de développer des idées vers le futur. Pour le faire, on s'est donné les moyens nécessaires. Avec les spécialistes de l'extérieur, on a fait par exemple un plan vert ici, pour avoir de bons arguments lorsqu'on est entré en discussion avec les agriculteurs pour parler de biodiversité, améliorer les éléments structurels dans le paysage. Il ne suffit pas de dire, mais avec riche aussi la biodiversité et les déclinaisons, il faut avoir les arguments noir sur blanc, il faut avoir des plans. C'est ce qu'on a fait. On a fait un plan de développement communal. Si vous ne connaissez pas vos statistiques, si vous ne savez pas que le taux de divorce est 50%, si vous ne savez pas que 7% des enfants sont élevés dans des ménages monoparentaux, comment voulez-vous faire une politique sociale ciblée? Je vous donne un exemple. Vous imaginez qu'en 82, lorsqu'on est venu au pouvoir, la pyramidage était renversée. Les jeunes avaient quitté le village, les vieux étaient restés. Alors, avec tout ce qu'on a fait, peu à peu, il y a eu des changements. Mais on a été nous-mêmes étonnés en 2001 lorsque, lors d'un recensement national, on a appris qu'entre-temps, Beckerich était devenue la 3e commune la plus jeune de tout le Luxembourg. Alors c'est très important, même dans une petite commune de 2300 habitants, de connaître vos chiffres. Si vous pensez toujours que la pyramidage est comme ça, vous faites une politique pour les vieux, alors que si votre pyramidage est redevenu comme ça, il faut faire une politique pour les jeunes ménages, des crèches, des structures d'accueil et autres. Ça peut vous paraître anodin, mais je vois beaucoup de communes qui sont gérées d'une mauvaise manière, non pas parce que les responsables soient de mauvaise volonté, mais parce qu'ils ne se donnent pas la peine de faire régulièrement une radiographie de leur commune, faire appel à des gens de l'extérieur de la commune qui regardent d'un air critique ce qui se passe dans votre commune, pour ensuite développer des concepts d'avenir. C'est très très important de partir, si vous voulez planifier l'avenir, il faut très bien connaître le présent. Et ce n'est pas toujours le cas, ce qui se fait surtout dans les petites communes. Alors, autre moment important, autre date importante, en 1995, Beckerich rejoint l'Alliance du climat. C'est moins connu en Belgique, c'est un réseau européen des villes et communes européennes. Entre-temps, il y en a plus que 1600, des très grandes comme Berlin ou Munich, mais de tout petites comme Beckerich ou des communes autrichiennes, qui à temps avaient vu que le changement climatique serait le grand défi de l'humanité à la fin du XXe et au début du XXIe siècle. Et une commune qui adhère à ces réseaux s'engage à faire deux choses. D'un côté, réduire de 50% ses émissions de CO2 entre l'année de référence 90 et l'année 2010,
et d'un autre côté, aider à bâtir une solidarité internationale, surtout aider les peuples indigènes d'Amazonie et d'autres régions de forêt tropicale pour sauver les poumons de la Terre, c'est-à-dire la forêt tropicale. Alors vous imaginez ce que certains citoyens pensaient lorsqu'on a parlé changement climatique en 95 dans cette petite commune rurale conservatrice. Ils nous prenaient pour des fous. Je disais, mais à quoi ils s'engagent, de quoi partent-ils? Je pense aujourd'hui, ils sont d'accord à ce qu'on a vu juste. Mais je veux dire aussi que depuis là, justement, cet aspect de l'énergie est devenu prioritaire pour nous. Mais d'un autre côté, je peux dire aussi que depuis là, on essaie de mettre en place un développement durable concret. Parce que croyez-moi, si vous prenez au sérieux, c'est ce qu'on fait, le but de réduire de 50% vos émissions de CO2 au niveau de toute la commune, c'est-à-dire pas seulement l'administration communale elle-même, mais les agriculteurs, les artisans, les citoyens et citoyennes, c'est vraiment terminé avec la navigation en vue, c'est terminé le court terme, c'est terminé à ne voir que des incidences directes, mais il faut à chaque projet, qu'il soit public ou privé, non seulement voir les incidences directes, mais aussi voir les incidences indirectes sur la mobilité, sur la cohésion sociale, sur la consommation d'énergie, sur les finances publiques et privées. Et voilà que je pense pouvoir dire que depuis une bonne quinzaine d'années, on a essayé de mettre en pratique le développement durable avec RICH. Ce que ça veut dire pour nous, je vais vous donner dans les 3 piliers classiques, pilier économique, pilier écologique, pilier social, quelques exemples pour que vous puissiez vous faire une idée de ce que ça veut dire pour une commune rurale, le développement durable. Alors, premier volet, volet économique. En 82, les caisses communales étaient vides. Il n'y avait pas d'emploi, il n'y avait pas de rentrée fiscale, et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? C'est le mérite de mon prédécesseur d'avoir compris un jour que l'eau du robinet de Beckerich était au moins aussi bonne que toutes les eaux minérales belges et françaises, et qu'on pouvait l'embouteiller. On n'a pas trouvé d'investisseur luxembourgeois, c'est toujours comme ça, nul n'est prophète dans son propre pays. On a dû aller chercher un investisseur français qui est venu monter une usine d'embouteillage en 86. Je suis sûr que vous buvez régulièrement de l'eau de Beckerich, peut-être pas sous le nom de Beckerich, mais peut-être sous le nom de cristalline. Pas toute la cristalline ne provient de Beckerich, mais si vous trouvez une bouteille de cristalline avec la source blanche, vous buvez pas seulement une bonne eau, mais vous faites quelque chose pour les finances communales parce que déjà en 86, je pense qu'on a été relativement intelligent. Pourquoi? On a bien négocié. D'abord, on est resté propriétaire des sources parce que c'est toujours la même eau qu'il y a dans le robinet. Vous voyez que j'ai pris la douche à l'eau minérale ce matin. Je ne sais pas si ça se voit, mais en tout cas, c'est une bonne qualité de vie. On a négocié une redevance sur chaque mètre cube d'eau embouteillée. Ça fait 50 centimes, ce qui n'est pas rien. Surtout quand je vous dis qu'entre-temps, on vend 200 millions de bouteilles à travers l'Europe. Et troisièmement, on a insisté en ce qu'on soit à 15% actionnaire dans la société, pour que d'un côté, on voit un tout petit peu ce qui se passe, mais que d'un autre côté, on puisse avoir une certaine influence sur l'évolution de la société. Et ça, c'est un principe très important, surtout pour les régions rurales qui n'ont pas tellement de potentialité. Alors, si un jour vous découvrez au monde rural une potentialité, ne le vendez pas à bas prix à une multinationale, à un investisseur étranger, mais faites en sorte qu'au moins une partie de la plus-value, ou si possible toute la plus-value, reste acquise à la région ou à la communauté. C'est ce qu'on a fait avec l'eau, et c'est ce qu'on est en train de le faire à 100% avec les énergies renouvelables. Et je pense que c'est le salut du monde rural, les énergies renouvelables. On ne va pas mettre des éoliennes aux Champs-Élysées, ni des installations de biométhanisation près de la gare de Liège. Ce sera le monde rural qui a le potentiel dans les dizaines d'années à venir pour la biomasse, pour le soleil, pour le vent, pour tout ça. Mais il est nécessaire que les responsables politiques, avec leurs citoyens et citoyennes, et les acteurs économiques de la région s'approprient la technologie, ce qui n'est pas difficile. Si Beckerich l'a réussi, vous serez capable de le faire, et que vous trouviez le capital dans votre propre commune, dans votre propre région, pour provoquer peut-être un tout petit peu. Si c'est demain Electrabel qui monte toutes les éoliennes en Belgique, autant ne pas les monter. Ce doit être les communes, avec les acteurs économiques de la région,
l'éolien citoyen ou avec les acteurs économiques de la région qui doit le faire. C'est votre vent qui souffle au-dessus de vos toits, c'est votre soleil qui tombe sur vos toits. Essayez de maîtriser la technologie, ce qui n'est pas compliqué, mais maîtrisez aussi le capital. Alors, vous avez bien compris, pour Beckerich, la décentralisation de l'énergie, ce qui est le cas pour les énergies renouvelables, ce n'est pas seulement une décentralisation de la technologie, mais c'est aussi une décentralisation du capital. Ici, vous voyez une centrale moins dangereuse que les centrales nucléaires que vous avez. J'ai appris de vos fissures que vous avez, dont vous ne connaissez ni l'origine, ni les conséquences. Ici, c'est un peu moins compliqué. Vous voyez une combinaison d'installations de biométhanisation où 19 agriculteurs de Beckerich l'ont montée, financée, la gèrent et en sont propriétaires et en touchent les bénéfices. Et à côté, un hangar de stockage de copeaux de bois parce que la commune, à côté de la biométhanisation, a mis en place une filière bois avec un grand réseau de chaleur. Entre-temps, on n'a pas moins de 160 clients privés, publics et artisanaux et industriels raccordés. Alors là, vous avez bien compris, dans le domaine des énergies renouvelables, toute la plus-value reste acquise avec Beckerich. La filière biogaz au profit des agriculteurs et la filière bois au profit de la commune. Et les générations futures vont profiter de tout ça. C'est une opportunité énorme pour le monde rural, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de décideurs politiques ruraux qui ne sont pas conscients qu'il y a des potentialités énormes qu'il faut absolument utiliser. Autre potentiel pour le monde rural, c'est Internet. Un bâtiment administratif à Beckerich, avec un bureau comptable, un bureau d'architecte, une firme spécialisée en conseil en énergie. Tout ça ne serait pas imaginable il y a 20 ans lorsqu'il n'y avait pas Internet. Mais aujourd'hui, la fiduciaire n'a pas besoin d'apporter les fiches de salaire à Luxembourgville pour un cabinet d'avocats de 40 salariés, mais à la fin du mois, c'est un email d'une dixième de ses comptes, et voilà les fiches de salaire qui se retrouvent sur le bureau de la responsable ressources humaines du bureau d'avocats. Si Lufthansa est capable de faire la comptabilité en Inde, pourquoi des firmes à Bruxelles ne seraient pas capables de faire certains travaux à Ytre ou quelque part dans les communes voisines? Là encore, j'ai l'impression, j'ai des amis luxembourgeois, bourgmestres du nord du pays, qui veulent faire construire une autoroute à travers un parc naturel. Quelle aberration! Moi, je mobilise plutôt les responsables du gouvernement pour avoir une autoroute de l'information à Beckerich, parce que si demain on veut donner la possibilité à un bureau d'architecte de s'établir à Beckerich, je n'ai pas besoin d'une route ni d'une autoroute, mais j'ai besoin du haut débit, du très haut débit. Si le bureau d'architecte veut renvoyer ses plans en 3D à ses clients, ce n'est pas d'une autoroute qu'il a besoin, mais d'une autoroute de l'information. Pensons-en pour décentraliser des emplois au monde. Alors la région d'où je viens n'a pas de tradition touristique, et on se retrouve devant le cercle vicieux classique qui dit que aussi longtemps que vous n'avez pas d'infrastructure, les touristes ne viennent pas, et aussi longtemps que les touristes ne viennent pas, le privé n'investit pas dans les infrastructures. Alors, la commune de Beckerich a essayé de briser ces cercles vicieux. On a eu la chance de pouvoir acheter à la fin des années 90 le beau vieux moulin de Beckerich. C'est terminé entre-temps. Première phase, café-restaurant. Entre-temps, un petit musée, galerie. Et quand je vous dis qu'entre-temps, à travers tous nos projets, il n'y a pas moins de 100 groupes qui viennent visiter Beckerich. Tous ces groupes mangent au moulin. Il y a un début de tourisme écologique, un début de tourisme doux. Et voilà que c'est un autre secteur où on veut